Bienvenue à tous. Je suis ravie de vous accueillir. Comme vous le voyez, c'est une réunion. Le but, c'est vraiment qu'on se retrouve, qu'on soit tous ensemble. C'est pas juste une conférence. On est là aussi pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas à utiliser le chat pendant tout l'événement. On répondra à toutes vos questions. Donc, je suis ravie d'accueillir Manon, Jonathan. Je vous retrouve pour cette première grande table ronde des community managers, des consultants. L'objectif, c'était de tous se réunir. Donc, vous avez été très, très nombreux à vous inscrire et merci beaucoup. On est là aussi pour se rassembler, pour connecter. N'hésitez pas à mettre vos LinkedIn, vos Instagram, pour connecter tous ensemble à vous présenter. Aujourd'hui, on s'attaque à une problématique majeure que vous avez, c'est-à-dire comment trouver des clients. Est-ce que c'est mission impossible en 2025 de trouver des clients en community management, en social media management, en communication? Et quelles sont les entreprises aujourd'hui qui recrutent? Comment faire en sorte d'attirer des entreprises qui recrutent? Bonjour tout le monde. Et c'est ça aussi qui va être important. Et je reçois pour ça Manon et Jonathan. Alors Manon, honneur aux dames, je vais te laisser te présenter. Manon, tu diriges une agence. Tu as aussi travaillé dans l'influence pendant longtemps. Est-ce que tu peux nous raconter? Yes, avec plaisir. Déjà pour commencer, merci pour l'invitation. Je trouve ça très cool de pouvoir échanger sur ces sujets-là. Et puis merci à toutes les personnes qui sont présentes. On est bientôt déjà 200, donc ça fait que quelques minutes, donc c'est très cool. J'ai hâte de savoir aussi ce que vous faites et comment on peut trouver des synergies ensemble. Donc moi, comme tu le disais, j'ai monté une agence d'UGC, donc il y a maintenant 2 ans. L'agence, elle s'appelle Cosmi. Et avant ça, j'ai travaillé aussi dans l'influence, donc pour une start-up qui mettait en relation des influenceurs et des marques. Et j'y ai travaillé pendant 3 ans. Donc, c'est des secteurs qui sont assez liés aux réseaux sociaux et très, très liés du coup au community management. Donc, j'ai beaucoup de clients aussi qui recherchent constamment des community managers. L'expérience, elle est assez similaire avec ce qu'on fait aujourd'hui avec l'UGC, la production de contenu vidéo, etc. Et du coup, nous, on touche un petit peu à tous les aspects des réseaux sociaux, donc la pré-production, tout ce qui est justement analyse, audit, etc. Toute la partie production, donc créer les contenus, que ce soit des contenus photos ou des contenus vidéo. L'aspect post-production, du coup le montage et tout ce qui est aussi publication sur les réseaux, modération, stratégie plus globale, etc. Donc ça fait une expérience un petit peu 360 sur le milieu social média. Merci Manon pour cette belle présentation. Donc, tu vas pouvoir nous raconter, du coup, puisque tu as des clients qui recherchent des community managers, quelles Ouais. sont leurs attentes. Et tu dis qu'il y en a beaucoup. Moi aussi, j'en fais le constat. Donc, ça va être super intéressant qu'on partage tout ce qu'on apprend, nous, en discutant avec les clients. Et Jonathan, honneur à toi. Donc Jonathan, Mm. il a eu le prix du top créateur LinkedIn Social Media en 2024. Et c'est un créateur de contenu que je connais depuis maintenant très longtemps. On se suit sur X depuis longtemps. On est un peu des dinosaures. Désolée. Je vais te laisser te Non, ça présenter. va. Bah, bonjour à tous. Alors, moi, j'étais Jonathan. Donc, comme vous, j'ai été 7 ans dans le community management avant de devenir créateur de contenu à temps plein. Et finalement, ça a très bien marché dans le domaine du marketing et tech. Ce que je fais, maintenant, je vis de création de contenu à travers en couvrant des différents types d'événements ou en analysant les différentes tendances social media qu'on peut avoir sur mes réseaux, notamment LinkedIn et du coup Twitter. Et aussi, je fais pas mal d'analyses, d'études, notamment pour les community managers, afin qu'ils aient les meilleures informations sur le sujet. C'est Super. tout Et pour on se moi. trouve Ça, c'est court. tous les deux, super. On se trouve tous les deux sur LinkedIn parce que vous avez du super contenu très quali. Et du coup, on va commencer tout de suite parce que là, dans ces lives, on est vraiment directement dans le sujet. Quelles sont les entreprises qui investissent réellement en community management aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'ils vont choisir de professionnaliser? Donc maintenant, je vais te laisser démarrer Ouais. sur ce sujet. Tu vas nous parler un petit peu de ton agence, tu travailles avec différentes marques en UGC. Et aujourd'hui, quand les entreprises viennent te voir avec des recherches en community management, qu'est-ce qu'elles recherchent? Quels sont ces types d'entreprises? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors déjà, pour répondre à la première question qui est quelle est la typologie d'entreprise qui investit vraiment dans le community management, dans la création de contenu sur les réseaux sociaux, il va y avoir principalement tout ce qui est e-commerce. Donc les e-commerce, il faut savoir qu'ils vivent principalement et
même que par le digital. Donc les réseaux sociaux, c'est un incontournable pour eux. Ils sont obligés d'avoir une présence en ligne et il faut qu'ils soient un petit peu sexy sur le marché pour bah, se démarquer tout simplement et générer plus de ventes sur des marketplaces e-commerce ou même maintenant, on va peut-être aborder le sujet, mais avec des plateformes comme TikTok Shop qui sont en train d'arriver aussi, donc le social commerce. Donc c'est hyper important d'avoir une présence en ligne qui soit bah, qualitative, qui représente bien justement l'ADN de leur marque. Donc toutes les marques e-commerce, les DNVB, toutes les marques du style, pour en citer quelques-unes, mais Respire, Yacon, toutes les marques qu'on voit dans Qui veut être mon associé, etc. Enfin, toutes ces marques-là, elles vivent principalement grâce aux réseaux sociaux, donc elles ont besoin de community manager. Et après, il y a aussi des plus grosses structures, donc des plus gros groupes, mais là, en toute transparence, c'est quand même un peu plus compliqué de les toucher quand on est freelance, parce que généralement, elles font plus appel à des agences. Donc là, on peut avoir des grands groupes comme Carrefour, Monoprix, Starbucks. Il y a un petit peu de tout. Tout le monde doit investir dans les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, c'est incontournable, selon moi en tout cas, d'être présent sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, sur Twitter, enfin X, sur plein de plateformes. Donc un Super. petit peu tout le monde, mais je pense que ceux qui sont en capacité de travailler justement avec des freelances, c'est quand même des marques qui sont, on va dire, à taille humaine, donc principalement des marques e-commerce. Super, merci pour cet insight. Et du coup, ces marques e-commerce-là, comment les trouver justement? Parce Ouais. qu'on peut se demander, est-ce qu'elles sont sur Instagram? Est-ce qu'elles sont sur LinkedIn? Comment tu les trouves toi aujourd'hui Ouais. quand par exemple, tu démarches des agences avec Et ton... juste au-delà des marques e-commerce, il y a aussi toutes les marques locales qui travaillent justement beaucoup avec des freelances, les petits restaurants, les salles de sport aussi, enfin tout ce qui est en local, généralement ils aiment bien travailler avec des freelances aussi parce qu'il y a plus bah, d'agilité, il y a plus de mobilité aussi en termes de création de contenu, parce que si c'est un freelance qui est, je sais pas où vous habitez, mais si c'est un freelance par exemple qui est à Nice pour un restaurant qui est à Nice, ça fait plus sens que prendre une grosse agence parisienne. Donc, tout ce qui est en local aussi, c'est hyper important et vous pouvez avoir pas mal de contrats comme ça. Donc, n'hésitez pas à regarder autour de chez vous quels sont les commerces qui sont justement intéressants à développer sur les réseaux sociaux. Ceux qui sont déjà présents sur les réseaux sociaux, c'est aussi important. Donc, pour démarcher des personnes, il va y avoir différents moyens. Soit ceux qui sont pas du tout présents et leur proposer justement une présence en ligne et leur montrer ce que ça pourrait leur apporter. Soit, à contrario, des personnes qui sont déjà présentes, mais en leur montrant comment on pourrait optimiser leur profil. Nous, comment on a des clients chez Cosmi, on fait que de l'inbound marketing. Donc, c'est principalement aujourd'hui du bouche à oreille. Notre canal d'acquisition principal, c'est le referral. Donc, des clients qui nous recommandent à d'autres clients via le travail qu'on a déjà fourni avec eux. Il y a pas mal de leads entrants aussi sur LinkedIn parce que tous les professionnels sont présents sur LinkedIn. Donc moi, ce que je vous recommande en tant que community manager, c'est à la fois de vous connecter avec des personnes qui seraient intéressantes dans des entreprises pour qui vous pourrez faire du community management, mais aussi de créer du contenu. Parce que on peut le voir par exemple pour Jonathan ou pour moi-même, lorsqu'on a commencé à créer du contenu, ça a été un gros boost aussi pour le business. Moi, ça m'a permis aussi de monter mon agence, d'avoir des clients qui me connaissaient ou des prospects en tout cas qui me connaissaient et qui connaissaient ce que je faisais. Maintenant, quand on poste UGC, en général, on pense à Cosmi. Donc ça, c'est tout un travail de création de contenu aussi qu'on fait depuis des années sur des plateformes. Et nous, c'est principalement LinkedIn. Après, si par exemple, vous faites du community management sur Instagram, c'est bien d'avoir un portfolio de ce que vous faites sur Instagram et d'aller démarcher directement les personnes sur Instagram. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise méthode. Il faut tester plein de choses différentes. Moi, j'avoue que je suis plutôt la team inbound marketing que outbound, mais je sais que ça fonctionne très bien l'outbound. Il faut juste quand même avoir une très bonne stratégie parce qu'il faut se dire qu'en tant que marque, on reçoit énormément de mails de prospection qui font réussir à se démarquer, ce qui n'est pas toujours facile de se démarquer et de ressortir, en fait, d'être le mail qui ressort parmi tant d'autres. Donc moi, je pense que l'intérêt numéro un, surtout quand on est community manager, c'est de développer son inbound et développer, enfin, montrer un petit peu de ce qu'on sait faire. En gros, votre travail en tant que community manager, c'est principalement créer des contenus, enfin, des stratégies social media et créer du contenu. Donc je pense que la meilleure manière de montrer votre travail, c'est en le faisant déjà pour vous-même et comme ça permet de projeter un petit peu les résultats que pourrait avoir l'entreprise sur vous. Merci Manon. Et toi, Jonathan, donc tu travailles beaucoup avec des marques en B2B. Quelles sont aujourd'hui, selon toi, les marques qui investissent? Quels sont les secteurs sur lesquels on peut se positionner ou les expertises? Parce que tout à l'heure, tu me parlais de TikTok et de tout ce qu'on peut proposer aujourd'hui. T'as ton micro coupé, Jonathan.
Merci. Merci, Manu. Les aléas du direct. Non, du coup, je disais que ouais, ce sont d'emprise en B2B. Naturellement, il y a sur LinkedIn, on a les secteurs qui sont dans ce secteur, comme le secteur de la tech, finance, RH ou marketing. Mais ce qu'on observe depuis, notamment, depuis le Covid, on a cette forme d'hybridation des frontières personnelles et professionnelles. Ce qui fait que derrière, on a finalement beaucoup de secteurs grand public à travers des créateurs de contenu, mais aussi beaucoup de marques. Maintenant, je vois beaucoup de marques dans le domaine de la mode, décoration, food et travel. Donc, en soi, on peut dire qu'en résumé, LinkedIn se Facebookise, entre guillemets, et donc bénéficie de cet attrait public. Donc, en soi, beaucoup de secteurs peuvent aller finalement derrière sur ce canal-là. Et c'est important que les entreprises qui valorisent sur ce canal, c'est important de voir ceux qui ont une approche innovante dans notre communauté et les CEO impliqués. Ok, merci beaucoup, Jonathan. Et tout à l'heure, tu me parlais de la grosse tendance que tu voyais émerger de TikTok et du social shopping. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que c'est quelque chose sur lequel on doit se positionner? Ah, comme je t'avais répondu, c'est un vieux serpent de mer, la tendance du social media shopping. En fait, ce qu'on observe, c'est que ça marche très très bien en Chine, en Asie. Ça marche relativement bien aux États-Unis, mais il y a toujours un manque de confiance qui est relatif en Europe, où on aime bien comparer les produits dessus. On avait vu, par exemple, il y a quelques années, le lancement avec Instagram Guide. Je ne sais pas si dans le chat vous vous en souvenez. Et finalement, Instagram l'a supprimé. Donc, en soi, en Europe, on a cette méfiance derrière. Et TikTok se dit, on a fait des tests, on va lancer TikTok Shop qui est pendant des lives ou pendant des vidéos, vous pouvez recommander des produits. Et là, dans le but, c'est du coup finalement d'avoir toujours finalement de répondre à ce problème qu'on a dans le social media, finalement de convertir. Donc à voir s'ils réussissent à convertir derrière sur TikTok ou bien c'est encore une énième tentative derrière. Mais moi, je vous conseille quand même plus que tout ça, je vous recommande de tester et de voir s'il y a vraiment un certain ROI dans cette fonctionnalité. Ok, merci beaucoup, Jonathan. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions, on va y répondre dans le chat. Donc, si vous avez des questions pour nos intervenants ou sur les sujets dont on parle, n'hésitez pas. Et le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est justement l'inbound. Donc, l'inbound, c'est le fait d'attirer des clients avec du contenu versus la prospection, parce qu'on parle aussi beaucoup de prospection aujourd'hui pour les freelances, qui est devenu nécessaire parce que les clients reçoivent beaucoup de demandes. Donc toi, Jonathan, tu es une des personnes qui fait de l'inbound depuis très longtemps, depuis que je connais, enfin c'était rare de quelqu'un qui est là depuis si longtemps. Tu vis à 100% du contenu sans jamais prospecter. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais pour attirer naturellement des clients? En plus, c'est des clients super prestigieux et qui ont du budget. Et pourquoi est-ce que cette méthode fonctionne encore aujourd'hui? Comment tu fais pour justement pour proposer toujours du contenu super pertinent et qui attire les marques? Bah, le but, c'est ici d'établir un profil clé de persona. Et sur ce profil clé de persona, c'est de se dire quels sont ses points de douleur, vraiment, quelles sont ses préoccupations derrière. Et à partir de là, on essaie de résoudre ces différents types de préoccupations derrière. Et ensuite, je vais réaliser un contenu avec un maximum de RHT, tout en fiable sur les données que moi, je vais utiliser. Après, soyez en tant que community management, quand vous allez créer ce type de contenu, en fait, on a chacun nos points forts. Moi, par exemple, mon point fort, c'est vérifier les données et que finalement, ces conseils que je vais donner sont fiables. Mais il y en a qui s'en sortent très bien, par exemple, je sais pas, Manon, par exemple, tu t'en sors très bien avec ton authenticité. Il y en a qui s'en sortent très bien avec de la créativité. Donc, misez principalement sur ce qui fait votre force derrière pour répondre finalement aux problématiques de votre client. Donc, un bon contenu à des likes, c'est bien pour apporter de la visibilité. Et je suis convaincu, c'est que l'accroche attirer l'attention, c'est la première condition du community management. Mais après, pour finalement convertir, il faut savoir si donner de la valeur ajoutée derrière pour finalement dire, je sais qu'est-ce que je fais et je sais comment je vais répondre à tes problématiques. Moi, ce que je conseille pour commencer, notamment de faire un format star et un concept star, puis à faire à mesure que tu t'étends. Le mieux, c'est de se concentrer sur un seul réseau social, mais vraiment de le maîtriser à fond derrière, de comprendre vraiment son algorithme, les codes de l'attention, avant d'aller sur partout et finalement de ne pas performer. Et voilà. Et donc, ça, une fois qu'on a réussi à attirer le client, c'est toujours bien d'avoir un système de tunnel pour closer derrière. On regarde où les clients sont chauds ou pas au niveau du prospect, s'ils retournent sur son profil ou pas, s'ils posent des questions à travers les commentaires. Et après, derrière, tu leur sollicites derrière pour finalement voir si, pour leur faire un système de rendez-vous derrière. Et sur ce système de rendez-vous, ça permet de closer.
Mais sachez que le système de contenu derrière, ça fait tout le travail en amont, puisqu'en fait, il y a tout ce bouche à oreille qui est élaboré, qui fait que tu n'as plus besoin de prospecter derrière ou présenter ce que tu fais. Ok, merci beaucoup Jonathan pour cette précision. C'est vrai que ça paraît pas évident. Manon, toi de ton côté, est-ce que pour l'agence, vous prospectez en parallèle de l'inbound? Comment vous fonctionnez aujourd'hui pour attirer des clients? Alors, on avait essayé avec mon associé Martin de se pencher un petit peu sur l'outbound et de faire soit du cold calling, donc le fait d'appeler des prospects dits tièdes, on va dire, pour leur proposer des créas UGC ou de la créa plus au global. On avait essayé aussi de faire du mailing, etc. Mais enfin, d'un point de vue totalement personnel, moi, je suis pas du tout convaincue par ça parce que je déteste la prospection froide. En fait, dès que j'en reçois, je le mets directement en spam. Je suis un peu, un peu une personne aigrie là-dessus. Mais en fait, je déteste qu'on vienne me déranger sur quelque chose dont je n'ai pas besoin et dont je n'ai pas demandé. Donc, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans ce cas-là, surtout qu'aujourd'hui, le marketing est vraiment partout et on se fait prospecter vraiment de tous les côtés. Donc, pour moi, si je n'en ai pas besoin, ça n'a rien à faire dans ma boîte mail entre trois clients. Enfin, ça fait perdre du temps à tout le monde. Donc, on a complètement stoppé. On avait dû essayer vraiment pendant un mois et les résultats n'étaient pas hyper concluants parce que je pense que de un, on n'avait pas la bonne stratégie. Parce que l'outbound, ça fonctionne, mais il faut avoir vraiment des personnes qui soient qualifiés pour ça et c'est vraiment des process qui sont assez complexes, je trouve. Parce qu'il y a tout en fait, dans l'outbound, il y a toute la partie contenu, mais il y a aussi toute la partie technique. Donc, c'est deux choses qui sont plus compliquées, on va dire. Et donc, nous, c'est principalement vraiment 100% de l'inbound, comme je le disais. Donc, créer du contenu. Nous, on crée du contenu à valeur ajoutée, on ne crée pas du contenu pour vendre. En gros, dans nos posts, par exemple, sur LinkedIn, on dit jamais que on est la meilleure agence UGC, qu'on peut faire des UGC pour telle ou telle boîte, etc. Pas du tout. On explique vraiment comment faire du contenu UGC, que tout le monde peut faire du contenu UGC, même en tant que marque. On donne tous nos process, on livre vraiment tout ce qu'on a, toute la valeur qu'on a, parce que selon nous, nos clients, c'est pas forcément parce qu'ils ne savent pas le faire qu'ils nous le délèguent, c'est parce qu'on aussi on le fait bien et parce que tout simplement ils ont besoin d'une agence pour ça. Mais par contre, ils doivent être en capacité de comprendre ce qu'on fait, comment on le fait et savoir si on le fait bien ou pas. Donc en gros, on leur donne toutes les clés et je pense que cette transparence et cette authenticité justement plaît et permet aux entreprises de nous connaître aussi et de nous mettre un peu en top of mind quand on parle de création UGC, d'agence UGC. Et après, bah, nous, comme je le disais, c'est tout ce qui est referral. Donc le referral, je trouve que c'est hyper important. C'est pour ça qu'il faut soigner la relation avec ses clients parce qu'un client, en fait, peut t'en ramener 5, il peut t'en ramener 10. Donc en ayant vraiment une relation très particulière et de confiance avec les clients, ça permet justement d'en acquérir d'autres. Et ça, c'est hyper important et je trouve que c'est un levier qui est hyper sous-estimé. Et après, le deuxième levier qui est très sous-estimé aussi, c'est tout ce qui est partenariat. Nous, par exemple, on travaille énormément avec des agences de communication, des agences de publicité, des agences d'influence. Et en fait, au lieu de les voir comme des concurrents, comme beaucoup auraient pu faire, on les voit plus comme des partenaires business. C'est-à-dire que nous, on peut faire appel à eux quand on a besoin, par exemple, de média buyers, et eux, ils peuvent faire appel à nous quand ils ont besoin de créa. Donc, on les voit pas du tout comme des concurrents. Et ça, je pense que beaucoup dans le secteur du social media voient tout le monde comme des concurrents, alors qu'au final, il y a beaucoup de partenariats, et il y a beaucoup de deals à s'envoyer. Donc, il faut pencher un petit peu plus sur ce levier et se dire bah, quels sont les bons interlocuteurs, quels sont les bons partenaires potentiels pour me ramener du business. Oui, merci beaucoup. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé cet événement, c'est pour tous se rassembler, pour vous montrer que on est tous ensemble, on a les mêmes enjeux, mais des offres différentes, des positionnements différents. On est là pour accompagner les clients peut-être à des moments différents de leur évolution sur les réseaux sociaux. Je réponds à la question, oui, il y a bien un replay. Et en participant au live, vous participez au grand concours pour venir à notre événement qui a lieu mercredi soir à Paris. Donc vous gagnez une place, on va faire un petit tirage au sort. Donc, et si vous ne gagnez pas, si vous êtes tiré au sort mais que vous ne pouvez pas venir à Paris, sachez qu'on organise des rencontres partout en France. Voilà, petite Trop précision. bien. En tout cas, merci Manon pour ces précisions. C'est vrai qu'aujourd'hui, la prospection, c'est vraiment quelque chose qui peut être douloureux pour les community managers parce que je sais que bah, souvent vous êtes créatifs, vous avez envie plutôt de créer du contenu. Donc ça montre que c'est encore possible de faire de l'inbound, même quand on part de zéro. Et je voudrais rebondir un peu là-dessus. Aujourd'hui, toi, par exemple, Manon, et après je poserai la question à Jonathan, si tu devais repartir de zéro, si tu avais zéro communauté, quelques peut-être cas clients à montrer, comment tu ferais? Ce serait quoi ta stratégie? Ah, c'est dur de repartir de zéro. Ouais.
Dur de repartir de zéro, mais si je devais repartir de zéro, je pense que bah, de la même manière, j'essaierai de partager un maximum de contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même justement avec des partenaires, etc. pour mais en fait juste créer des connexions, faire parler aussi de ce qu'on fait, de notre savoir-faire, etc. Parce que c'est important que les gens le sachent, même s'ils n'auront pas forcément le besoin à l'instant T, bah, quand ils auront un besoin, 3, 4 mois après, ils repenseront à toi. Donc ça, c'est hyper important, juste voilà, parler de son business, parler de ce qu'on fait, de son expertise. Donc, je pense que ouais, je recréerai du contenu, sur, LinkedIn parce que ça m'a beaucoup apporté et je nouerai, des partenariats avec les agences parce que c'est vraiment les 2 choses qui nous ont apporté. J'enlèverai du coup, moi, pour la partie outbound parce qu'au final, on a testé et ça a pas forcément fonctionné, ça nous a plus fait perdre du temps qu'autre chose. On avait aussi essayé de prendre une agence qui nous faisait du cold calling, c'était pas non plus hyper concluant, donc pareil, on a dépensé de l'argent, dans quelque chose qui n'a pas forcément servi. Donc, ouais, créer du contenu et créer des partenariats pour ma part. Super, merci beaucoup. Et toi, Jonathan, si tu devais repartir de zéro avec zéro communauté, comment tu ferais en termes de contenu? Est-ce que tu as Micro une idée coupé. de stratégie? Ah, micro coupé encore. Garde ton micro allumé, je pense. Non, Hop. c'est toujours coupé. Ah. Ah, c'est bon? Ok. Ouais. Ah, alors si moi je te raconte, ah, c'est une bonne question en soi. Je pense que c'est vrai que Emmanuel et moi, on en fait, on était dans un milieu où en fait, avant, disons la vitesse de la création de contenu ou la part des optimisations, si tu te reposais sur un bon format, en fait, tu pouvais avoir énormément de visibilité, comme on pouvait avoir pas mal de visibilité si on était positionné dès la création de TikTok. Là, en ce moment-là, les règles du jeu ont vraiment quand même pas mal changé. Donc, si moi, je devais refaire quelque chose, j'aurais déjà craqué un peu les codes de l'attention derrière. C'est de se dire derrière, oui, quels sont les formats derrière vont, qui vont générer de la visibilité, quels sont les formats qui vont convertir, puis être très constant par rapport à ces stratégies. Moi, je serais parti d'abord sur ça, derrière, et aussi d'être très consistant finalement, aussi bien sur son personal branding que sur sur l'identité visuelle derrière, pour vraiment donner quelque chose où, en fait, pour vraiment être référent de ce secteur-là, d'être l'autorité de ce secteur-là, et que quand on pense à quelque chose derrière, comme le disait Manon, au niveau de la science UGC, c'est d'être finalement, quand on pense à un mot-clé, bah, en fait, on revient souvent en tête. Moi, je dirais que si je devais refaire, je le ferais de cette manière-là. Ça va une stratégie très consistante sur un réseau social avec finalement des formats stars et des concepts vraiment stars derrière, tout en acceptant après par la suite de s'étendre derrière quand ça a bien marché. Hmm. Je suis totalement d'accord avec toi sur ce concept Ouais, de ouais, format star. C'est ouais, une clé, je ouais. pense. Ouais. Ah oui, ce que je voulais rajouter, c'est qu'en fait, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que toute la part d'optimisation sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire la meilleure heure de publication, ce sont des parts qui commencent à descendre désormais. Et en fait, en ce moment, tout ce qui fonctionne désormais, c'est tout ce qui permet de travailler un peu, tout ce qui permet d'attirer l'attention, de travailler son accroche, le visuel, et tout ce qui est un peu plus créatif derrière sont tous ces parts qui montent. Parce que pourquoi? Parce qu'en fait, il y a aussi finalement ce système d'algorithmes sur les réseaux sociaux qui va récompenser désormais les contenus juste les plus pertinents derrière, parce que les algorithmes se perfectionnent. Et derrière, en fait, tous les petits trucs comme les astuces derrière vont de moins en moins prendre effet. Et tant mieux en soi, puisque Hmm. l'important finalement, c'est que l'utilisateur reçoit le contenu le plus pertinent par rapport à la cible dédiée. Hmm. Ouais, ça, c'est aussi quelque chose que je vois beaucoup parfois chez les freelances, des contenus un peu astuces, mais ça marche pas très très bien. Je sais pas quel est ton point de vue, toi, Manon, sur le sujet, d'ailleurs, ça m'intéresserait. Ah, oui, en fait, il faut que vous gardiez votre micro allumé. Hop. Alors, on s'entend pas, Manon. Voilà. Ouais, est-ce que vous m'entendez? Ouais, gardez bien vos micros allumés. Ouais, je sais pas pourquoi il a sauté, mais du coup, c'est bon. Bah non, mais mon avis est plutôt similaire au vôtre. C'est aussi des choses que que j'ai remarquées. Après, moi, j'étais pas sur les mêmes plateformes que vous aussi au départ. Vous, donc j'ai compris que c'était plus X au départ et après LinkedIn. Moi, c'était l'inverse. J'ai vraiment, en fait, je suis présente que sur LinkedIn principalement. J'ai essayé aussi un petit peu Instagram, mais enfin, j'ai moins de temps à accorder à cette plateforme. Et sur LinkedIn, comme j'ai commencé aussi au début, j'ai bénéficié, bah, comme tu le disais, Jonathan, de la hype un peu du début avec
les engagements qu'on avait au début. Mais là, je pense qu'il faut tester aussi un maximum de formats et voir ce qui fonctionne pas, avoir son propre ADN aussi et essayer de transmettre de la valeur. Pour moi, du moment qu'on apporte de la valeur, c'est des publications qui vont fonctionner parce qu'elles vont forcément intéresser. On s'en fiche de faire des milliers et des milliers de vues si derrière ça n'apporte rien. Le but, c'est même si on fait 10 likes, 100 likes, de pouvoir apporter quelque chose à notre prospect, à notre cible et de convertir aussi derrière. Parce qu'il y a énormément de gens sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes qui font pas mal de vues mais qui derrière se convertissent pas. Donc c'est pas forcément hyper intéressant. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir toucher notre cible, pouvoir l'impacter et pouvoir lui apporter de la valeur. Et d'ailleurs, Juste, ouais, vas-y, juste Flavien. à rajouter derrière que, en fait, là, à l'heure actuelle, en fait, tout le monde a sa chance, puisqu'en fait, le critère du nombre d'abonnés derrière joue de moins en moins. Et en fait, tout ce qui joue maintenant, désormais, c'est tout ce qui est au niveau, finalement, est-ce que ta vidéo est vue jusqu'au bout? Donc, ce Mm. taux de rétention de la vidéo ou le nombre d'engagements. Donc, en soi, tu peux avoir quelques milliers d'abonnés, mais tu peux faire beaucoup plus de performance que celui qui a 10 000 abonnés ou 100 000 abonnés. Donc, Et allez-y sur toutes et les allez-y. plateformes. Que ce Oui, soit sur sur toutes les plateformes. LinkedIn, sur Insta. Insta, ils sont un peu plus lents, je trouve, là-dessus. Mais TikTok, c'est grâce à TikTok qu'on a ce modèle-là, d'ailleurs. Super, merci pour cette précision et merci pour les questions. On va prendre le temps justement de répondre à tout ça. Et le dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'était justement les tarifs. Donc très bien, c'est les questions qu'on a dans le live. Comment est-ce que vous justifiez aujourd'hui, on va commencer par Manon, vous justifiez en fait des tarifs plutôt premium, des tarifs plutôt élevés pour les marques et comment vous arrivez à convertir justement sur des tarifs plutôt élevés? Ouais, alors je pense que moi la petite différence aussi c'est qu'on est une agence donc il y a pas mal de parties prenantes. Nous, il va y avoir les créastrats, il va y avoir les créateurs de contenu, il va y avoir les monteurs, il va y avoir ceux qui font les audits et la data. Donc il y a vraiment plusieurs parties prenantes ce qui justifie aussi plusieurs expertises, donc enfin, une pocket un peu plus élevée. Mais du coup, j'ai plutôt parlé de la partie freelance parce que je pense que ça serait plutôt intéressant. J'en ai très peu parlé, mais j'ai été aussi freelance pendant pas mal de temps à côté du coup de mon CDI, que ce soit dans la création de contenu, dans la gestion de compte, etc. Je pense que ce qui est hyper important, c'est d'être à l'aise avec son prix déjà. Parce qu'il y a beaucoup de personnes et je parle quotidiennement avec des freelances parce qu'on travaille avec beaucoup de freelances, que ce soit des créateurs de contenu, des monteurs, etc. Il y en a beaucoup qui sont pas forcément à l'aise avec leur prix et qui se mettent à un prix spécifique parce que ils ont vu ça sur un portfolio d'un autre créateur ou parce que ils pensent que c'est les tendances de marché, etc. Alors oui, il faut se mettre par rapport au marché plutôt dans la moyenne. Est-ce qu'on est assez débutant ou est-ce qu'on est plutôt expert, etc. Et modeler son prix en fonction de ça. Mais ce qui est important aussi, c'est de définir la valeur de son travail. Donc en termes de temps. C'est-à-dire en termes de temps, combien de temps ça va me prendre de faire ça, mais en termes de valeur aussi, qu'est-ce que ça va apporter au client. Et en fait, un bon prix, c'est un prix qui mixe justement un peu le TJM, donc le taux journalier, on va dire, avec la valeur qu'on apporte et aussi, si on a des coûts, en général, pour du community management, il y a pas vraiment de coûts à part des outils, mais il y a dans certaines professions où il faut avoir des coûts aussi. Il y a beaucoup de freelances qui oublient de soustraire ces coûts-là et en fait, quand ils se rendent compte, qu'à la fin, ils ont payé, l'URSSAF, plus les coûts, plus, toutes les autres structures, au final, ils sont pas forcément rentables. Donc je pense que le prix, au début, on se trompe forcément. Moi, il y a des choses que j'ai vendues, il y a 5 ans et que je revendrai plus jamais aujourd'hui parce qu'au final, j'ai passé 3 jours, pour, un truc que j'ai vendu 150 euros par exemple, donc je sais qu'aujourd'hui je le referai plus parce que c'est pas rentable, mais je pense qu'il faut tester, il faut regarder ce que font les autres et essayer de se comparer aussi, pas se comparer que en termes de prix, mais se comparer en termes d'expertise, de niveau, parce qu'en fonction de notre niveau aussi, par exemple, un community manager qui fait ça depuis 15 ans vs un community manager qui est sur le marché que depuis 2 mois, c'est normal qu'entre junior et senior, il y a une différence de prix aussi, donc ça, faut l'admettre, il faut pouvoir avoir un prix juste par rapport à ça. Et après, il faut pas non plus être trop fermé et trop se fixer par rapport au prix. Pour moi, c'est quelque chose qui est ajustable et il peut être évolutif. Donc, il faut pas rester fermé et se dire que son TGM, par exemple, c'est 500 euros la journée et on reste brut dessus. Si jamais c'est aussi une marque qui nous plaît beaucoup, on essaye évidemment de négocier, mais je pense que c'est bien aussi pour se faire la main, pour avoir des relations avec des marques et surtout des relations évolutives. Nous, ça nous est arrivé de signer des clients un petit peu moins chers que nos prestats habituels. Et au final, en fait, c'est un client qui va rester pendant 2 ans. Donc, c'est mieux de rester, enfin, de signer un client peut-être 100 ou 200 euros moins cher sur 2 ans, plutôt que signer un client au prix, mais qui reste que 1 mois. Donc, il faut voir aussi le potentiel business qu'il y a derrière.
Super, merci, merci Manon. Et toi, Jonathan, justement, toi, comment tu fais? Parce que tu as aussi des tarifs assez élevés en tant que créateur de contenu. Comment tu fais pour les affirmer? Je pense que Manon a dit pas mal de choses derrière. C'est d'abord, tout d'abord, déjà, je pense que c'est bien derrière de se comparer. C'est pas un tabou finalement sur le prix finalement de regarder un peu comment se font, comment est le tarif de chacun de nos confrères derrière, parce que ça permet par la suite finalement de fixer par rapport à ce niveau-là à quel tarif je peux mettre. Mais bien sûr, à la fin, il faut croiser par rapport aux rentabilités du projet. Par exemple, derrière, si on voit que, voilà, par exemple, si le TGM est forcément plus élevé si on va travailler pour une grosse entreprise, parce que sur les grosses entreprises, il faut anticiper les choses. Par exemple, notamment le fait que derrière, on aura beaucoup plus d'allers-retours au niveau des réunions derrière, et que peut-être que derrière, il y a aussi, ils ont des besoins de faire plusieurs versions de postes avant de. Donc, ce qui fait que le taux va forcément augmenter. Mais aussi, aussi pour moi, la question, c'est aussi définir tout ce qui est aussi très subjectif. Si vous passez plus de temps, par exemple, pour faire vos créations en tant que imagine, par exemple, imaginons, par exemple, vous faites de la vidéo, par exemple, forcément, votre TGM va être plus élevé que si vous êtes que sur des posts photos. Donc, aussi déterminer finalement tous les moyens de production pour aussi déterminer ce TGM. Et derrière mettez un prix, même si, n'ayez pas peur de mettre un prix élevé au début. C'est pas grave, de toute façon. Et puis après, à la fin, vous pouvez ajuster finalement si vous pensez que derrière, ce prix semble trop élevé. Et Voilà puis ce que je peux dire. la négociation peut faire partie du prix. Enfin, nous, il y a tellement de boîtes aussi qui négocient, surtout les freelances. Je trouve que on a plus tendance à négocier le prix d'un freelance plutôt que le prix d'une agence. Donc, faut pas hésiter aussi à prendre cette marge de négociation en compte quand vous fixez vos tarifs. Mm, tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. Ben, on va finir par votre recommandation principale en 2025 pour trouver des clients. Donc, on a vu que trouver des clients en 2025, c'était pas mission impossible, qu'on soit en freelance ou si on a une petite agence. Donc, toi, Jonathan, quelle est ta recommandation principale pour trouver des clients en 2025? Je dirais que démarque-toi en montrant ce que tu sais faire à travers des formats innovants. Moi, je pense que le meilleur moyen de rester, je pense que le management, c'est un travail de longue haleine, c'est du long terme. Reste passionné et en veille actif sur ton métier pour finalement proposer toujours des contenus qui vont derrière, que les clients vont être attirés derrière, parce ils vont te faire confiance par la suite quand tu montreras ce que tu sais faire. Super, merci, merci Jonathan. Et toi, Manon? Moi, ça vient répéter un petit peu tout ce que j'ai dit, mais principalement apporter de la valeur. Parce que aujourd'hui, community management, c'est vrai que c'est un peu le tiroir facile en sortie d'études. Tout le monde va être community manager. Il y a vraiment des community managers de partout, mais en toute transparence, il y a vraiment de tout aussi en community manager. Il y a des très bons et il y a des un petit peu moins bons. Donc aujourd'hui, les entreprises ont aussi du mal à faire confiance à certains community managers et ont du mal à faire du choix entre plein de community managers parce qu'il y a beaucoup de concurrence dans ce milieu-là. Donc le but, c'est de montrer aussi ce dont vous êtes capable et pourquoi vous plutôt qu'un autre. Qu'est-ce que vous allez apporter à la boîte en termes de créa. Enfin, pour moi, le community manager, il a vraiment ce rôle à la fois très stratégique et très créatif. Donc du coup, il faut montrer que vous en êtes capable et réussir à vous démarquer principalement via du contenu créatif. Super, merci à tous les deux. C'était très, très, très riche. C'était top. On va vous suivre sur LinkedIn. J'ai vu qu'il y avait des questions sur comment se faire accompagner en freelance. Donc, je vous réponds tout de suite. Nous, on a des accompagnements pour les personnes qui veulent devenir community manager ou pour les community managers qui veulent aller plus loin. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, j'en parlerai plus en fin de semaine, mais vous pouvez déjà prendre rendez-vous avec mon équipe qui sera très contente de pouvoir vous conseiller. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, merci. Je vous mets le lien dans le chat. En tout cas, merci Jonathan et Manon pour votre participation. C'était génial. On vous retrouve sur LinkedIn. Merci à tous. Vous étiez super nombreux et j'espère qu'on a répondu à tous. Si jamais il y a des questions, vous nous les posez sur Instagram dans la communauté. Voilà. Merci à tous et bon appétit. Merci beaucoup, bon appétit! Au revoir.